Lectrice lecteur, bonsoir. On a le plaisir d'être accueillis ici à la Société de lecture avec un auteur de passage, un auteur assez exceptionnel. C'est Philippe Claudel, il est membre de l'Académie du Goncourt. Il a écrit de très nombreuses nouvelles, de très nombreux romans. Il a aussi plusieurs casquettes. Mais on va surtout parler ici de son dernier livre, de son nouveau livre qui s'appelle Crépuscule et c'est aux éditions Stock. Bonsoir à vous Philippe Claudel. Bonsoir. Vous êtes venu pour parler là, face aux Genevois, à la Société de lecture. Comment ça s'est passé? Toujours bien. C'est un grand plaisir de revenir à Genève et particulièrement la Société de lecture. J'y viens depuis quand même de nombreuses années maintenant. Et c'est toujours des rencontres extrêmement chaleureuses et avec un public incroyable. Vous venez donc parler de Crépuscule. C'est une histoire dans laquelle on est plongé dans un lieu un peu inconnu. C'est l'Empire. On a l'impression que c'est plutôt dans l'Est de l'Europe. On parle de samovar, il y a un temps avec de la neige. On a aussi des noms à consonance plutôt de l'Est. On a l'impression aussi qu'on est au XXe siècle. Vous nous donnez une indication sur le temps dans ce roman, puisqu'il y a un moment où on a une lettre de 1900, donc on est un peu après 1900. C'est un peu votre truc, de ne pas trop nous situer exactement dans le monde et dans le temps. Pourquoi est-ce que vous aimez faire ça? Mais je pense que j'aime beaucoup les contes. Vous voyez, les contes. Et quand on est dans l'univers des contes, on ne sait jamais où exactement on est, ni quand exactement, à quelle époque se passe l'action. Donc il y a ce plaisir quasiment enfantin. Le conte aussi permet toutes les libertés. Et dans ce type de récit, qui est un roman, mais où s'entremêle à la fois l'histoire avec un grand H et les histoires des hommes, eh bien, c'était un plaisir pour moi d'inventer un empire qui ressemble vaguement à l'empire austro-hongrois, une petite ville inconnue, un climat prenant dans le sens où cette ville est isolée du reste du monde par un hiver presque perpétuel, et puis de voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'un événement terrible survient, en l'occurrence l'assassinat du curé. Exactement, le curé Pernig ou Perniec, je ne sais pas comment vous le prononcez. Voilà, ça en plus c'est bien, on peut le prononcer comme on veut. Voilà. Donc il est assassiné avec un coup de pierre sur la tête, c'est des enfants qui trouvent son corps. Ça se passe donc dans ce fameux village. Vous nous installez cette intrigue, c'est un peu une enquête finalement, ce roman, mais c'est presque un prétexte pour nous parler de cette vie, de ce village, de ce côté très sociologique finalement. Vous avez tout à fait raison. Le principe de l'enquête, c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais déjà expérimenté dans d'autres livres, un qui s'appelle L'Enquête, vraiment, mais le rapport de Brodeck ou Les âmes grises, ou même L'archipel du chien. C'est-à-dire qu'on met en place un fait divers, ensuite on invite une sorte de policier ou d'avatar de policier, mais finalement on se rend compte que peu à peu, la véritable enquête la plus intéressante, la plus profonde, c'est celle sur les hommes, sur la profondeur, sur la noirceur, la complexité de l'humanité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire prendre la lectrice-lecteur par la main, par cette main qui est toujours tentée par le fait divers, parce qu'on est tous un peu les mêmes, mais en même temps, peu à peu, l'inviter à se poser d'autres questions. Et vous avez des personnages extrêmement forts, le policier, l'adjoint, le rapporteur, le vicaire, avec des majuscules à chaque fois au début de ces noms-là. Des personnages extrêmement bien construits. En fait, tout au long du roman, on découvre leur caractère, on n'en finit jamais de les rencontrer. Non, surtout dans un roman d'une certaine ampleur, puisque ça fait plus de 500 pages, donc c'est se donner aussi, quand on est auteur, la liberté de créer un monde en son entier, à la fois une géographie, des lieux, des noms, des personnages, comme vous l'avez dit, qui sont autant de créatures sorties à la fois d'une fable parfois burlesque, tragique, qui sont aussi identifiées physiquement, qui ont des fonctions tout à fait particulières, mais qui sont parfois également surprenants, notamment le policier, qui est un être... Une lectrice m'a dit « j'ai adoré le détester ». Je trouve que c'était une très bonne expression. Puis à côté de lui, il y a un adjoint qui est une sorte de bon géant qu'on prend pour un simplet. Mais peut-être qu'il n'est pas si simple que ça. Et peut-être que finalement, la pureté, la bonté se niche aussi dans la simplicité. Enfin, ce qui m'intéresse toujours, si vous voulez, c'est de prendre des créatures et de les retourner comme un peu une peau de lapin, comme le faisait ma grand-mère quand j'étais petit. J'étais à la fois terrorisé et fasciné par ce geste. Quand elle avait un lapin, qu'elle l'avait tué pour qu'on puisse le manger, elle arrachait la peau et cette espèce de fourrure devenait une sorte de peau blanchâtre avec de petites vénules. L'enfant que j'étais était quand même... c'était comme être devant une leçon de morale qui nous disait « mais les apparences ne sont pas toujours comme tu penses qu'elles sont. Ce n'est pas que de la fourrure et de douceur, ça peut aussi être autre chose. L'être humain, c'est pareil. » Vous avez donc des personnages masculins assez forts, un peu rustres, on peut le dire, et puis des femmes, alors qui en sont un peu réduites au rôle de femmes qui enfantent et femmes qui assouvissent les désirs des hommes. La femme de l'inspecteur, de capitaine Nouriot en l'occurrence, qui est un être tout à fait complexe et surtout qui perd de vue qu'il a une mission à remplir.
et une morale à tenir. Mais c'est quelqu'un qui est gouverné par ses pulsions sexuelles et qui, à l'image d'autres dirigeants que nous avons connus ces dernières années, à des postes plus importants, comme notamment à la tête du FMI, perdent de vue leur mission. Parce que finalement, ils n'arrivent pas à se réprimer. Obsédé. Et cet homme assouvit ce que Balzac appelait le viol légal au sein du mariage. Et sa pauvre épouse en est les conséquences. Il est aussi concupissant vis-à-vis d'une très jeune fille. 13 ans. Oui, 13 ou 14 ans, je ne sais plus quel âge on lui donne dans le livre. Mais ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'est de montrer ça, de montrer à un moment comment des hommes tombent, comment des hommes chutent, parce qu'ils oublient ce qu'ils doivent faire pour n'être plus que les jouets, les esclaves de leur sens. Mais heureusement, et là aussi c'est une leçon, j'allais dire, parce que même si on écrit un roman qui semble se passer loin dans le temps, dans la géographie, il ne parle que d'aujourd'hui. Et au cours de cette écriture, il y a eu MeToo et le post-MeToo. Et la nécessaire place qu'on donne ou qu'on redonne aux femmes, et la nécessaire écoute qu'on a de leur discours. Et ces femmes qui semblent faibles au début du livre, font s'avérer en fait les personnages les plus forts. Voilà, on ne le dira pas, mais la fin donne un petit peu tout ça. Il y a aussi une place de la religion dans ce livre, puisque dans ce village, cette ville, on a une majorité de communautés catholiques, et puis on a une minorité musulmane. Et assez vite, suite au meurtre, on va accuser les musulmans d'être responsables de ce meurtre. Ça nous fait penser un peu à des conflits qu'on peut avoir aujourd'hui. Bien sûr, des conflits ou des tentations de conflits. Vous avez quand même un certain nombre de voix politiques qui ne cessent de vouloir faire s'affronter les différentes confessions qui existent de par le monde ou dans certains pays. Toutes ces théories aussi qui existent sur ce supposé grand remplacement. Donc une espèce de peur de religion ou de citoyens anciens, d'un monde ancien, qui voit arriver d'un mauvais œil ou coexister d'un mauvais œil la présence d'autres personnes, d'autres origines ou d'autres religions à côté d'eux. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, en l'occurrence dans ce roman, un pouvoir instrumentalise un fait tragique. Le curé a été assassiné. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on découvre vraiment l'assassin, ou alors qu'on se serve de cet assassinat pour mener la politique qu'on veut, en l'occurrence une politique d'exclusion. Exactement. Je vous cite juste à un moment, c'est l'adjoint qui dit « Tuer un prêtre, c'est comme si c'était Satan qui avait pris la main. Voilà, le diable, je me suis dit qu'on était arrivé à la fin. » Et dans ce roman, il y a aussi un petit enjeu de sécularisation. Comme ça me fait penser à un peu la fin de la religion aussi. Bah écoutez, ça c'est quelque chose que j'ai quasiment vécu, moi qui suis plus âgé que vous, j'ai 61 ans. Quand j'étais petit, j'étais enfant de chœur. L'église de la petite ville où j'habite toujours était pleine chaque messe du dimanche ou du samedi soir. Et aujourd'hui, quand je me rends encore dans cette église, il y a 30 personnes. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est qu'en l'espace d'un demi-siècle, 50 ans, cette religion qui était forte, traditionnelle et qui soutenait un peuple. Quand je dis soutenir, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui croient, comme pour les non-croyants, mais ça a aidé à vivre un certain nombre de personnes, et ça avait structuré aussi des mentalités, ça avait structuré aussi des comportements, ça a nourri l'art dans son ensemble pendant 2000 ans. Et 2000 ans s'effondrent en 50 ans. Donc là, il y a un questionnement quand même profond à faire sur la place du religieux dans nos existences, ou plutôt cette place laissée vide. Qu'est-ce qui fait que l'homme aujourd'hui est aussi inquiet? Est-ce que ce n'est pas parce que justement il a évacué tout ce qui était immanent, tout ce qui était transcendant, tout ce qui était au-dessus de lui? Est-ce qu'il n'a pas besoin quelque part de quelqu'un à un moment qui le caresse ou qui lui botte le cul? Et ce que la religion faisait. Alors je ne suis pas dans la nostalgie de la religion, mais ce que je vais vous dire, c'est que quelque chose tenait un rôle qui n'est plus tenu par personne, et qui fait qu'aujourd'hui, l'homme, me semble-t-il, est plus inquiet qu'avant. Dans la même perspective, je cite cette fois le sabotier. « La vie est une curieuse chose. On dirait que quelqu'un prend plaisir à la mettre sans dessus-dessous quand il la trouve trop heureuse. Si Dieu existe, c'est un salaud, jaloux des hommes qui l'a créé et dont l'existence est sans doute plus riche que la sienne. » Il y a aussi tout un autre passage sur la vérité, versus les vérités. Il y a un petit peu un aspect philosophique. Finalement, vous amenez le lecteur à s'interroger sur la condition humaine aussi. Oui, j'essaye de poser des questions, parce qu'on se pose tous des questions. Je ne prétends pas avoir les réponses, mais c'est vrai que dans l'époque que nous vivons, qui est quand même une époque, alors on a parlé de cet effondrement du religieux, mais regardez aussi la façon dont on manipule la vérité, ou qu'on a inventé le concept de vérité alternative, où soudain, un président comme Poutine assène à son peuple que l'agresseur, c'est l'Occident.
que c'est l'Occident qui a déclaré la guerre, et lui ne fait qu'y répondre. Donc on est dans une manipulation de la vérité historique, et ça m'intéressait fortement de me dire, mais essayons de faire un récit dans lequel justement on ne se satisfait pas d'une vérité, mais on veut réécrire l'histoire, et on veut réécrire à certaines fins, ou dans certains buts. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui nous fait nous interroger aussi sur ce qu'est le récit historique. Tout récit historique est une fiction. Après, l'historien essaye d'avoir une épaisseur de fiction la plus mince possible, hein, mais l'histoire s'écrit quand même d'un certain lieu et par un certain esprit, et à une certaine époque. Donc forcément, elle est sujette à une réécriture. Quand on va dans le texte, vraiment, il y a un mot, par exemple, Ruggia, qui est le brouillard assez épais, c'est une météo particulière. Oui. Ça, c'est un mot que vous avez créé. Oui, sauf erreur. Bah, écoutez, on aime bien créer des personnages, des lieux, pourquoi pas des mots. C'est un peu votre truc aussi, à vous. Oui, dans chaque livre, je crois qu'il y a un mot ou deux qui est créé. Quand je ne le trouve pas, je dis, bah, je vais l'inventer. Donc, comme le plaisir d'un livre comme ça, c'est d'inventer une géographie, d'inventer une toponymie, d'inventer un relief. Allez, inventons le climat aussi, en tant qu'à faire. Ouais. Vous avez au chapitre 40, vous arrivez vraiment précis, hein, tout au bout. Ainsi, tout se mettait en place, ne manquait que le craquement pour que l'allumette s'enflamme et que la tragédie connaisse son dernier acte. Ouais. On ne va pas raconter toute la fin, mais en fait, on en arrive presque à une tragédie grecque. Au bout de ce livre, on n'est plus dans le policier, on n'est plus dans le roman, on est presque dans la tragédie. Oui. C'est votre côté théâtre comme ça qui ressort. Sans doute, et puis très influencé, vous avez raison de dire ça, par le tragique grec, justement. Mais la phrase que vous venez de citer, qui a été écrite quand même il y a quelque temps, même si c'est à la fin du livre, c'était l'année dernière, me fait quand même fortement penser à la situation aujourd'hui dans mon pays, où, me semble-t-il, mais tout est là pour qu'une tension extrême soit mise en place par différentes voies, et que soudain, il suffise d'un rien pour que tout s'enflamme. Et ça, cette espèce de permanence comme ça de l'implosion, ou de la possibilité de l'implosion, ou de l'explosion, c'est quelque chose qui me préoccupe. Voilà pour le livre. Parlons un tout petit peu de votre rôle au sein de cette Académie du Goncourt. Oui. Cette année, ça a été extrêmement compliqué. On a vu vraiment ce jury se partager entre deux livres. Le livre de Junao da Empoli, Le Mage du Kremlin, et puis le livre de Brigitte Giraud, Vivre vite. Vous étiez dans quel team ? Ah, écoutez, alors, normalement, on ne révèle pas ces votes, mais comme certains d'entre nous ont été très bavards et que ce n'est plus un secret, j'assume complètement mon vote et mon soutien à Brigitte Giraud pour plusieurs raisons. Et je l'ai dit aussi que j'avais adoré le Mage du Kremlin, qui est un livre, évidemment, d'une concordance des temps parfaite et surtout un très bon roman. Mais le Mage du Kremlin est un premier roman. Donc je ne vote jamais pour des premiers romans. Je trouve que donner le Goncourt à un premier roman, c'est tuer son auteur, lui a sonné le plus grand des prix littéraires français, Wattels après. Hein. Et deuxièmement, le livre était déjà un très très gros succès de librairie. Et troisièmement, il venait d'obtenir la semaine précédente le Grand Prix de l'Académie française. Donc c'était beaucoup de cuillères en argent dans une seule bouche. J'attends avec impatience les prochains romans de Giuliano da Empoli, vraiment, et je le dis sincèrement. À côté, ou en face, nous avions une femme, ça c'était très important pour moi aussi, une œuvre, c'était très important aussi, Brigitte Giraud écrit depuis 30 ans, et un livre qui m'a intimement, profondément touché. Vraiment, c'est un livre qui est resté en moi, qui reste encore en moi aujourd'hui, mais c'était deux livres incomparables, mais malheureusement on ne peut pas donner le prix Goncourt ex aequo, ça n'existe pas dans notre règlement. Vous y êtes dans l'Académie depuis 2012. Est-ce que vous aimez encore lire ? Parce que vous devez en lire des quantités astronomiques. Vous avez raison de poser cette question et je vais vous répondre sincèrement en disant que quand même, il y a une usure. C'est-à-dire qu'à trop lire, on s'use un peu. Surtout qu'on ne lit pas toujours que des bons livres. Hein. On est dans des lectures obligatoires, essayer de lire le plus de livres possible pour ne pas passer à côté de quelque chose. On a aussi des avis très différents les uns des autres, donc c'est ça, c'est très très bien. Et donc il y a une complémentarité, tout se fait après de façon démocratique par le vote. Mais c'est vrai que c'est une activité extrêmement prenante sur le plan du temps personnel aussi, ce qui fait que je pense que je ne resterai sans doute pas encore 11 années, ça je peux vous le dire. Et vous pourrez alors avoir un Goncourt ? Ah bah non, une fois qu'on... C'est fini ? Ah oui, on a dans notre règlement... Il est, comment dirais-je, il est exclusif. Un exemple, par exemple, c'était cette année, Virginie Despentes, qui a fait partie de l'Académie pendant 3-4 ans, sortait un livre. Il était impossible de le mettre sur une sélection puisqu'elle avait fait partie du prix Goncourt. Bon,
On aura Voilà. toujours le plaisir de vous lire. En Merci tout cas, beaucoup. les prochains romans, il y en a un prochain qui est déjà... Oh, il y en a certaines qui mijotent. Voilà, c'est de la cuisine lente. La cuisine lente. Merci infiniment, Philippe Claudel. Merci. Je rappelle donc, c'est Crépuscule et c'est chez Stock et c'est extrêmement bien, on vous le conseille. Merci infiniment. Merci. Et belle soirée sur Les Monts Bleus. Au revoir.